Pour les pères, accusés à tort, le combat se poursuit dans l'indifférence générale. L'histoire de Serge a des allures de descente aux enfers. Fin décembre 1995, j'ai été informé par mon avocat qu'il y avait une plainte qui était portée contre moi pour attouchement sexuel. Séparé de son enfant, il ne le reverra que quelques rares fois. Aujourd'hui, il a 12 ans et demi. Je ne sais pas à quoi il ressemble, parce que je n'ai aucune information. Chaque jour, il se rend dans ce local associatif où il travaille sur les quelques 7000 pages de sa procédure. Il y a des gens qui ont des passions pour tout un ensemble de choses. Moi, ma passion, depuis que les plaintes ont été portées contre moi, c'est de tout faire pour revoir mon fils. J'y consacre toute ma vie, du matin au soir. Depuis le début, je me suis dit, je veux me battre, je supporte pas qu'on me prive de mon fils. Et de toute manière, ma vie sans mon fils serait quoi? Il faudrait que je retourne au travail comme si de rien n'était, que j'oublie mon fils et que j'attende qu'un jour il veuille bien me téléphoner. J'ai pas envie d'aller travailler pour faire quoi? Pour refaire ma vie? Aujourd'hui, Serge alterne petit boulot et RMI. Il n'a plus de domicile, il vit dans des hôtels sociaux réservés aux plus démunis, comme celui-ci. Il y a 2 ans, la justice l'a définitivement innocenté des accusations portées contre lui. Une bien maigre consolation. Je suis libre de pouvoir se déambuler et rentrer et sortir de ma chambre, mais je suis prisonnier de ce dossier qui me prend toute ma vie. Tant que vous n'avez pas été relaxé, vous vivez des choses qui sont terribles, par exemple. Quand vous vous rendez compte que les juges, les avocats, tout le monde vous regarde de travers et s'imagine qu'il s'est passé quelque chose entre votre fils et vous, et quand vous commencez à lire des choses que votre fils raconte qui ne se sont pas passées, c'est des choses qui sont extrêmement pénibles. Enfin blanchi, Serge écrit à son fils pour le revoir. En réponse, il reçoit ce courrier. Oui, c'est une lettre qu'il m'a envoyée sur du papier à carreaux. Après 3 ans de rupture totale, c'est la première fois que son fils se manifeste. J'étais agréablement surpris d'avoir un mot de mon fils. C'est la première fois que ça arrivait depuis des années. Mais la joie sera de courte durée, car la lettre contient des phrases terriblement accusatrices pour Serge. Tu as réussi à mentir au juge, mais ce n'est pas pour autant que la vérité n'éclatera pas un jour. J'espère de tout cœur à tout jamais. Ce ne sont pas ces phrases. C'est pas possible qu'un enfant puisse dire ça. Un enfant de 9 ans a-t-il pu écrire ces phrases? Nous décidons de soumettre la lettre à une psychologue. Je ne te fais plus du tout confiance, car tu m'avais juré de ne plus me mettre ton zizi dans mes fesses et tu as recommencé une autre fois. Christine Gaillard est spécialiste de la parole de l'enfant. Encore recommencé. Tu as réussi à mentir au juge, mais ce n'est pas pour autant que la vérité n'éclatera pas un jour. Est-ce que nous avons là le langage d'un enfant de 9 ans? Nous n'avons pas le langage d'un enfant de 9 ans. Il y a des expressions à la fois grammaticales et au niveau syntaxe qui sont totalement aberrantes pour un enfant de 9 ans, notamment ce n'est pas pour autant que la vérité n'éclatera pas un jour, qui n'est absolument pas une expression usuelle d'un enfant de 9 ans. Je me suis arrêté à ça, je me suis dit tiens c'est bien écrit, là il suit les lignes du papier, mais il s'est passé au moins 2 ans avant que je me rende compte que les phrases n'étaient pas de lui. Alors on a 2 hypothèses, soit c'est sur dictée et il a copié un texte, soit simplement, à force de lui parler de cette façon-là, il a pu absorber des phrases dont il n'a pas forcément le sens exact, et il s'est approprié des phrases qui, en tout cas spontanément, ne peuvent pas être dites par un enfant, ni ne peuvent être dites, ni ne peuvent être pensées de cette façon-là par un enfant de 9 ans. Après plusieurs tentatives pour la joindre, l'ex-épouse de Serge nous rappelle, mais elle ne souhaite pas être interviewée. Durant l'entretien téléphonique, elle va pourtant émettre une nouvelle accusation. Écoutez, peut-être que son demi-frère, c'est-à-dire le premier fils de monsieur... Elle affirme que Serge aurait abusé d'un autre enfant, issu d'un premier mariage. J'ai eu un problème avec lui. Après vérification auprès de sa première épouse, l'accusation se révèle infondée. Tout à fait, vous renseignez aussi à ce niveau-là. D'ailleurs,
Voici ce que l'enfant en question a répondu au policier qui l'avait interrogé sur le sujet. Je n'ai pas souvenir que mon père ait eu de gestes équivoques. Dans ce genre de dossier, le mensonge est souvent la règle. Le problème, c'est que face à la gravité de l'accusation, un père, même innocenté par la justice, risque fort de rester coupable à vie. Vous trouverez toujours quelqu'un pour dire « il n'y a pas de fumée sans feu ». Et cette phrase, on l'entend beaucoup trop souvent. Alors c'est sans doute une grande méconnaissance du processus judiciaire, mais malgré tout, dans la tête des gens, il reste toujours quelque chose. Florence Rowe est avocate. Avec Paul Bensoussan, psychiatre, elle dénonce dans un ouvrage la dimension totalement passionnelle de ces affaires. Tous deux militent pour que la justice prenne ses responsabilités lorsque les accusations semblent clairement infondées. Quand on a une allégation d'abus sexuel, la plupart du temps, et je crois que l'on n'exagère pas en disant que pratiquement dans 9 cas sur 10, on va retirer l'enfant aux parents contre qui les accusations sont dirigées. Mais ce qui est très grave, c'est que sur la base d'insinuations, on va prendre parfois les mêmes mesures de précaution qu'on prendrait sur des accusations tout à fait c'est-à-dire séparer nettes. Le père de l'enfant. C'est-à-dire suspendre provisoirement un droit de visite en attendant d'y comprendre quelque chose. En clair, séparer le père de l'enfant. Le problème, c'est qu'en attendant d'en savoir plus, comme finalement il y a toujours une partie que ça arrange que ça prenne du temps et que malheureusement les institutions judiciaires ne vont pas aussi vite que l'on pourrait le souhaiter, ça prend beaucoup de temps et parfois il se passe des mois, voire des années. Ensuite, au bout de toutes ces années, effectivement, le lien est de fait rompu et c'est très difficile de reprendre avec des certitudes acquises de part et d'autre et des situations qui sont pratiquement devenues inextricables. Rares sont les parents accusés, autorisés à voir librement leurs enfants. Patrick fait partie des exceptions. Chaque semaine, ce père d'origine canadienne fait 300 km pour voir son fils. C'est une grande journée pour moi, c'est le jour que je vois mon fils. Même qu'il pleuve, c'est le jour de mon rayon de soleil. Et chaque semaine, c'est dans ce bâtiment, un point rencontre, qu'il vient chercher Mathieu, déposé par sa mère quelques minutes auparavant. Vite, cours! À partir de cet instant, en accord avec Patrick, nous filmerons à l'aide de petites caméras pour ne pas perturber le cours normal de la journée. Oui, yes. Dis-moi coucou. Coucou. En apparence, les relations entre Mathieu et son père sont plutôt banales. Sauf que le divorce de Patrick s'est accompagné d'une terrible accusation. J'ai été accusé par mon ex-épouse de viol sur mon fils et aussi d'agression sexuelle. Quand l'accusation est tombée, j'avais vraiment le sentiment d'avoir été sali. Au moment où nous tournons ces images, Patrick vient de passer en correctionnel, mais le jugement ne sera rendu que dans quelques jours. En attendant, et comme c'est le cas depuis quelques mois, il est libre d'emmener Mathieu où bon lui semble. On aime bien ici parce qu'il y a beaucoup de livres, de DVD, de jouets à avoir. Oh, Tu te rappelles quand nous sommes allés voir le film E.T.? Tu te rappelles? Ah oui, Peter Pan. Tu veux? Patrick a tendance à exaucer les moindres souhaits de son enfant. Il ne faut pas oublier. Après, tu vas me raconter l'histoire, d'accord? Qui est-ce qui attaque? Mais si Patrick a choisi ce lieu, ce n'est pas seulement pour y faire des achats. Depuis que l'affaire a commencé, il s'est résolu à ne fréquenter que des lieux publics avec son fils, histoire d'être en permanence entouré de témoins potentiels. On lit dans les parkings, une fois dans le parking, dans les magasins, au milieu des caddies, au milieu des caisses. OK, 1, 2, 3. Ce matin, au programme, rugby, au rayon en poule. 1, 2, 3, 4, 5. Et quelques tours de manège en face des caisses. Il faut que je sois dans les lieux publics pour me protéger. Parce qu'on me dit que les maires peuvent faire de nouveau les mêmes accusations. Et ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur.
On connaît les propriétaires des magasins, les propriétaires des manèges. Et on est devenus, bon, pas des amis, mais on se connaît. Quelques-uns connaissent l'histoire. Je veux acheter 5 tickets. La propriétaire de ce manège fait justement partie de ceux que Patrick a mis dans le secret. Je demande toujours des reçus, même quand on va au manège. Et je crois que je suis le seul père en France qui demande un reçu au manège pour les tickets. Ça ne paraissait pas. Et le reçu, ça c'est un moyen pour lui de se protéger. Je pense. C'est-à-dire que s'il y a de nouvelles accusations, il pourra dire qu'à telle heure il était ici. Voilà. C'est le but. Ben, logiquement, oui. Logiquement, oui. Oh! Patrick est ce que l'on appelle un homme prudent. Lorsque son divorce a commencé à devenir conflictuel, il s'est mis à enregistrer ses conversations avec son ex-épouse. Comme ce jour de novembre 2000, où il se rend à son domicile pour réclamer, comme la justice l'y autorise, à voir son fils. À cette date-là, sa femme n'a pas encore porté plainte contre lui. Je suis ici pour mes droits de visite de 2h à 6h, c'est tout. Mais ce jour-là, son ex-épouse affirme qu'elle n'a pas été prévenue. Patrick menace de porter plainte. Elle a peur que vous portiez plainte pour non-présentation. Oui, parce que j'ai déjà porté plainte pour les mois de février et pour les mois de mai pour non-présentation. Cette fois-ci, elle n'ignore pas qu'elle risque une peine de prison. Toujours enregistrée, l'ancienne épouse de Patrick profère alors une étrange menace que nous ne pourrons vous faire entendre pour des raisons juridiques. Elle lui explique que s'il veut porter plainte pour non-présentation, elle portera plainte pour une autre chose. Une chose susceptible de l'envoyer en prison. Bizarrement, 2 jours plus tard, coup de théâtre. L'ex-épouse de Patrick lui remet Mathieu comme si de rien n'était. On avait l'habitude d'aller à Quick et nous voilà chez Quick. Et regardez-le, il est tout content. C'est pourtant ce jour-là que l'accusation va tomber. Il veut que je cours encore. Là, il est vers 16h et elle l'amène au commissariat à 18h. Ce jour-là, elle m'a accusé du pire. Et le lendemain, je me suis trouvé en garde à vue. En fait, comme en témoigne ce document de justice, la mère, au cours des semaines précédentes, a fait examiner Mathieu par de nombreux médecins. Au cours des visites, elle semble avoir dicté à l'enfant ce qu'il devait dire. L'enfant, sur demande de la mère, emploie des termes. Une attitude que les magistrats perçoivent comme une forme de maltraitance grave. Pour eux, la mère a voulu démontrer à tout prix le caractère dangereux du père. Aussi, malgré la plainte, Patrick est autorisé à voir son fils librement, une fois par semaine. Mais depuis cet épisode, même le déjeuner se déroule en présence de témoins potentiels. J'ai perdu. C'est quoi le jeu? Puis comment on joue bisous bagarre. On se bagarre, on fait des bisous. Après le repas, course dans le hall de l'hôtel, sous le regard du personnel. C'est mon terrain de jeu. Silence! Oh, mon fils. Ne jamais s'isoler. La règle que s'impose Patrick pour se protéger d'une nouvelle accusation. Il existe pourtant des situations de la vie quotidienne où ce principe est difficilement applicable. Comme lorsque Mathieu demande à se rendre aux toilettes. La hantise de Patrick. Mais je laisse toujours ouvert la porte du WC. C'est une forme de protection si quelqu'un rentre et nous voit, comme ça, il n'y a pas de problème. Dans ce genre d'affaires, la parole de l'enfant pèse également très lourd. Et Mathieu a en partie relayé les affirmations de sa mère. Pour Patrick, son fils s'est contenté de réciter une leçon. Les enfants de 2 à 6 ans, vous pouvez leur dire des choses.
Et ensuite, ça devient la réalité pour eux. Ils ne s'aperçoivent plus qu'ils mentent. Ils pensent dire la vérité. Parce qu'on leur a répété de manière directe ou indirecte tant de fois que dans leur esprit, ça devient la réalité. Le discours d'un enfant peut-il être influencé par l'un de ses parents? C'est la conviction de Christine Gaillard. Pour cette psychiatre, dans les divorces conflictuels, il convient d'être prudent dans l'analyse de la parole de l'enfant. Si le psy n'a pas une lecture du contexte, c'est-à-dire quel est le contexte relationnel entre les parents, quels sont les enjeux financiers ou les enjeux ne serait-ce que narcissiques, les blessures qu'ils se sont fait les uns vis-à-vis des autres, eh bien, quand on n'a pas de connaissance sur le développement de l'enfant et qu'on entend un enfant dire 3 fois, parfois même en chantonnant « Papa a touché mon zizi », on ne peut pas prendre ça pour un chant content. C'est comme une espèce de petite mélodie, vous savez, comme les enfants qui répètent inlassablement la même chose. L'influence d'un parent sur l'attitude ou le discours de son enfant est-elle perceptible dans le cas de Mathieu? Pour nous en convaincre, Patrick nous a proposé d'assister à plusieurs conversations téléphoniques avec son fils, alors que celui-ci se trouve chez son ex-épouse. Allô? Ici papa. Nous le constaterons, l'enfant au bout du fil ne ressemble guère à celui rencontré quelques jours plus tôt. Allô? La loi nous interdisant de diffuser les propos de celui-ci, nous serons néanmoins les témoins de nombreuses insultes. Apparemment, Mathieu est ouvertement hostile à son père. La semaine dernière, il m'a dit je te crache dessus, et après il laisse le combiné et il va parler avec sa mère est juste à côté et elle ne dit rien. Patrick en est convaincu, son ex-épouse se sert de son enfant pour le détruire. Dans quelques jours, nous découvrirons avec lui le jugement qui sera rendu dans son affaire.